15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, humoriste de radio, de télévision et de scène. Vous avez pu l'entendre aux côtés de Stéphane Bern sur France Inter, RTL ou encore le voir sur Paris Première où il officie depuis de nombreuses années. Régis Maillot est aujourd'hui aux manettes de son spectacle intitulé Les Nouveaux Ridicules au Théâtre des Deux Ânes et en tournée, mais également du 17 au 26 juillet à Avignon au Théâtre Le Paris. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Régis Maillot. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Je suis ravie de vous rencontrer, de vous découvrir. Je vous le disais, on s'est croisés à RTL il y a de cela quelques années. Alors dans cette émission, c'est surtout un ADN très particulier, tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels, Régis Maillot? Pour me décrire, facétieux, insolent mais tendre. Oui, ça, il faut toujours faut toujours mettre un petit contre derrière. Un petit contre derrière. Donc insolent et tendre. On va voir si ça colle avec votre personnalité donnée tout au long de cette émission et l'on démarre bien sûr par le début, toujours le début. Régis Maillot, vous êtes né un 8 février dans les années 70 en Auvergne. Vous avez grandi à Nantes, je crois savoir, dans une famille baignée dans l'humour, autour de votre oncle, l'humoriste chansonnier Jacques Maillot. Vous êtes encore le mieux placé pour nous en parler. Alors je vais vous demander quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi. Alors j'ai grandi, je suis pas ce qu'on appelle un enfant de la balle, c'est-à-dire effectivement j'ai mon oncle qui fait ce beau métier de chansonnier avec talent et longévité, mais moi j'ai grandi dans une famille en province. On bougeait un petit peu parce que mon père avait un métier qui l'amenait un petit peu dans différents endroits. Il travaillait dans le monde de l'automobile, des transports, où il dirigeait une société c'était sur la marque Mercedes. Et donc on a été en Auvergne, on a été à Bourges, on a été à Metz, on a été à Nantes où on s'est un peu arrêté à Nantes. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes vraies attaches, quoi. Quel genre d'enfant vous pouvez dire que vous étiez et quel genre de passion alors vous nourrissiez? Oui, je me rappelle quand je suis arrivé à Nantes, donc j'arrivais d'Auvergne et j'ai eu un professeur des écoles, un instit, voilà comme on dit, vraiment, j'aime bien le mot instituteur, qui avait mis sur mon carnet de notes à la fin du trimestre petit volcan espiègle. Et c'était vraiment la meilleure définition. C'est un monsieur qui m'a beaucoup appris, beaucoup marqué, que j'ai retrouvé d'ailleurs plus tard grâce à mon métier, puisqu'il est venu me voir en scène. Et c'était la meilleure définition. Je venais d'Auvergne, donc c'était le pays des volcans, et cette notion de petit volcan espiègle, c'est-à-dire à la fois irruptible, mais avec les yeux qui brillent. Quel genre d'études vous allez emprunter alors ? Alors les études, oui, c'est arrivé un peu plus après. J'étais à Nantes, dans une ville que j'aimais beaucoup, collège au lycée, collège Gabriel Guisteau, qui est un lycée assez important dans cette ville, un lycée lettré, un lycée aussi un peu engagé, avec comme était Nantes, c'est à la fois endormie, à la fois rebelle, à la fois bourgeoise, mais aussi qui sait être un petit peu énervée. Et je quitte ce lycée pour arriver à Paris. J'avais l'envie d'être à Paris, en fait. Okay. J'avais envie d'être à Paris, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression qui malheureusement ne nous a pas servi. Et j'ai fait des études de ce qu'on appelle une école de commerce. Donc j'arrive à Paris parce que j'avais plusieurs choix et il fallait que j'ai pris celle qui était à Paris parce que j'avais envie d'être là. Est-ce que vous avez travaillé ensuite? Parce que on voit que vous allez faire vos premiers pas à la radio sur le tard, entre guillemets, à 34 ans. Vous allez rester pendant 5 ans aux côtés de Stéphane Bern dans l'émission Le Fou du Roi sur France Inter. Et c'est là que vous allez connaître votre succès, mais un petit peu avant. Que s'est-il passé pour vous? Oui, j'ai eu plusieurs vies. J'ai travaillé dans le marketing, j'ai travaillé dans une régie publicitaire.
parce que j'étais passionné déjà par le monde de la radio, donc je me suis dit tiens, peut-être on peut rentrer par le côté. Non, c'est là que j'ai vu qu'une régie publicitaire, c'était très très éloigné des micros. On était là pour vendre du GRP, de la puissance, du quart d'heure moyen, des choses excessivement sympathiques. Mais ça m'a permis de comprendre un peu ce métier. J'ai aussi après été dans une agence de communication, voilà, et j'avais un CDI. Vous vous rendez compte, un CDI. Un CDI, ce qui aujourd'hui ne fait plus rêver les jeunes, entre parenthèses, le Paraît-il. CDI. Alors pour nous, c'était le grand Graal. Ah, c'était le Graal absolu. Hein. La Gen Z, maintenant, ils s'en fichent Ils complètement. s'en fichent complètement. Régis Maillot, Ouais. vous allez développer un style au vitriol, c'est ce qu'on vous dit très souvent, et c'est intéressant de savoir ce que vous avez fait avant pour en arriver là, parce que le marketing parfois demande justement d'avoir du style à un moment donné. Ce qu'on appelait le métier de planeur stratégique. Ouais. Voilà. Donc mon métier, c'était de réfléchir à ce qu'était l'époque. Finalement, c'était un peu crâneur, hein, je dois vous avouer. J'avais une très belle carte de visite, c'était bien. Mais effectivement, on est dans déjà, j'aimais bien ce métier parce que on était dans les concepts. Et moi, ça m'intéressait. Ouais. Donc finalement, ce que j'ai eu fait après, c'était un prolongement, sauf que j'imitais mon véhicule qui était l'humour. Et puis j'avais pas ces contraintes qui étaient celles du marketing et des marques, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Comment vous définissez-vous votre style et pas dans les mots des autres ? Oui, j'ai du mal à poser des mots sur mon style. J'aimais bien une phrase qu'a dit un jour Stéphane Bern de moi. Il a dit, il est naturellement impertinent. Ouais. Voilà, c'est-à-dire je force pas cette nature pour en faire un petit commerce ou pour plaire ou déplaire, mais selon des algorithmes. Non, c'est une posture. Cette phrase que j'aimais bien de Pierre Dac, qui était l'humour, c'est une posture face aux imposteurs, un peu. Lui, c'était on est pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Voilà, c'est un petit peu ça. L'humour, vous en parlez aujourd'hui et dans votre spectacle. Ouais. Vous le terminez en disant l'humour, c'est pour rester vivant et debout. Oui. Ouais, c'est important pour vous ça aujourd'hui. Oui, c'est important. De passer par cela, parce que d'une part c'est votre carrière bien sûr, mais ça vous permet de maintenir comme une morale. C'est une comment dire, c'est une obligation pour c'est une politesse pour vivre. C'est-à-dire on nous pose souvent les limites de l'humour, etc. Mais personne se pose la question de savoir pourquoi nous on en fait. C'est ça. C'est aussi parce que finalement on a une forme d'handicap social peut-être. Voilà, c'est une manière de parler, de s'exprimer, de ne pas avoir peur, de passer. Moi, c'est mon véhicule, c'est ma parole. Il y en a qui sont très forts dans la rhétorique, la conversation, comme on peut avoir aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de ces mots et de cette distance pour pouvoir supporter le reste. Est-ce que vous pensez que ça, c'est votre perception, mais pour les autres, est-ce que vous pensez que être humoriste, c'est un métier à risque aujourd'hui, parce qu'on se risque à justement à ce que nous disions des choses, vous dites des choses qui peuvent être mal interprétées, et d'où la question à chaque fois du peut-on rire de tout, qui est insupportable parce que tout dépend dans quelle oreille cela tombe. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui est compliqué ? Oui, c'est devenu peut-être un métier compliqué. Moi, je l'aborde de la même façon et de la même incise, finalement, depuis toujours. Voilà. Donc, Donc vous avez votre ligne de conduite. Oui, j'ai une ligne directive. Oui, évidemment. Je peux me tromper parfois, mais pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le disais quelque part, c'est que pour faire humoriste, il faut avoir une bonne mutuelle maintenant, parce qu'on prend des retours qu'on ne devrait pas avoir. On est des amuseurs. Faire de l'humoriste le bourreau, c'est mortifère. C'est-à-dire que l'époque va mal. C'est-à-dire si aujourd'hui on choisit un humoriste qui finalement est là pour être dans le parti d'en rire, le parti de celui qui va gratter la bêtise, si ça devient le bourreau ou celui qu'on attaque, il y a un problème. Ça marque aussi l'époque qui est devenue polarisée et qui a besoin de se créer des ennemis.
pour exister. Je vous pose ces questions parce que dans votre spectacle Régis Maillot, vous allez loin. Après les premiers spectacles, le rapport Maillot, reprise des hostilités, citoyens, les nouvelles pigeonnades. Désormais, on vous retrouve pour la reprise de ce spectacle, Les Nouveaux Ridicules, au Théâtre des Deux Ânes, Paris 18e. C'est jusqu'au 28 juin. Vous partirez ensuite à Avignon, vous me le disiez tout à l'heure, du 17 au 26 juillet au Théâtre Le Paris. Un seul en scène qui met en scène les nouveaux Tartuffes d'aujourd'hui, quelque part. Oui, les nouveaux Tartuffes. C'est vrai que chaque époque a ses ridicules. Voilà. C'est bigot, c'est vertueux. C'est ça. Je n'invente rien. Molière avait les siens. Voilà, c'est médecins d'une époque, c'est bourgeois. Aujourd'hui, les bourgeois ont changé. Flaubert qualifiait le bourgeois de celui qui a des codes. C'est pas forcément, voilà, le bourgeois, c'est pas forcément l'embourgeoisement, le côté social ou comment dire, ou confort. Le bourgeois, c'est celui qui est enferré dans certains codes. Et ces nouveaux bourgeois, moi, m'intéressent. Oui, tout dépend des codes, encore une fois. Oui, bien sûr. Et puis, les charges varient, quoi. C'est-à-dire, le bourgeois d'hier ne sera pas forcément celui de demain. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Il faut être toujours du mauvais côté du manche. C'est un spectacle qui pourrait ne jamais connaître de fin. C'est ce que je me suis dit, tellement vous pouvez le remettre au goût du jour à chaque fois, parce que les Tartuffes, vous le laissez entendre, ne s'arrêteront jamais d'exister. Vous passez tout en revue, un spectacle décapant qui mêle stand-up, sketch et revue de presse à la fin, évidemment, qui se renouvelle donc évidemment sans cesse. C'est une époque, vous le dites sur scène, où le second degré est devenu une température. Vous passez au vitriol l'asile à ciel ouvert de notre époque instagrammée, avec une phrase phare: religieux sans foi, militant sans loi quelque part, féministe en niqab, woke en croisade, écolo sous blister, démago en cluster, tout va y passer. Et alors il y a une rime que j'aime beaucoup: plus l'intelligence est artificielle, plus le con est naturel. Oui, c'est vrai. Mais on est soi-même le con de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. Hein. Moi, c'est-à-dire, il faut savoir rire de soi pour pouvoir rire des autres. Donc, c'est ce que je fais dans ce spectacle, parce que je me mets en scène comme un homme qui veut être dans son époque. Ça, c'est important, parce que l'injonction à être dans son époque, elle est formidable. Donc, je parle de mon époque. J'ai les pieds pleins dedans. C'est vraiment un spectacle dans l'époque. On peut ferrailler contre tout en étant dedans. Exactement. Elle n'a pas forcément raison. Et tout y passe, exactement. Vous êtes une véritable bouffée d'air frais dans l'ère du politiquement correct. Je vous avoue que ça fait un bien fou. Il y a Anne Hidalgo, bien évidemment, que vous passez au vitriol. D'ailleurs, les premiers mots sont pour elle. La Louise Michel des toilettes sèches, dites-vous, qui ne se représente pas en 2026. C'est terrible, une terrible nouvelle pour les humoristes, parce que on perd 70% de notre chiffre d'affaires, c'est un vrai souci. Il y a de cela, vous parlez du Covid, avec bien sûr ce Covid qui nous a terriblement posé problème, et vous n'avez jamais vu un produit made in China durer aussi longtemps. 5 ans, c'est très long, et ça vous manque un peu, le Covid, quelque part? Toujours, ouais, c'est vrai. Pourquoi? C'est parce que finalement, on était bien finalement à cette période. On foutait rien, on était chez nous en attendant un chèque du gouvernement. Finalement, à mon avis, le Covid est de gauche, parce qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent public pour maintenir un pays à l'arrêt. Et c'est vrai qu'on était bien. On n'a fait que picoler, bouffer. Moi, je suis sorti de là, j'avais les gamma GT d'un syndicaliste de Sudrail. Non, c'était une période bénie, quoi. Hein. Puis on a fait la guerre. Voilà, c'est ça qu'on a fait la guerre, ça, c'est formidable. exactement. On nous a dit ça. On est devenus des résistants. Hein. Exactement. On est passé de Jean Moulin à Jean Moulbur dans ce pays, quoi. On est très marqué par ces mots d'Emmanuel Macron. Bien sûr, nous sommes en guerre. Vous dites que depuis cette heure-là, il n'y a plus de nuances dans le pays. On est en dictature. Je dis pas, c'est pas une dictature. C'est-à-dire on polarise. Moi, j'aime bien l'extrême nuance. C'était une approche camusienne finalement de l'humour et du débat social. Et aujourd'hui, pour exister, il faut être pour, contre, alors qu'elle n'est pas là, cette société. Elle est multiple. C'est un dégradé. D'ailleurs, vous dites que Pascal Praud vous a invité à un moment donné dans son émission. Il vous demande de réagir sur une boucherie chevaline potentiellement ouverte le dimanche, de façon très éloignée. Et si vous n'êtes pas d'accord du côté de tel ou tel journaliste, on accuse les autres de nazis. C'est une manière de grossir le trait, évidemment. Oui, le point Godwin est partout. C'est-à-dire, maintenant, on devient tous le nazi de l'autre. Ouais. Ce qui est formidable. Donc, il y a un moment, je pense qu'il y a un besoin de faire un peu des leçons ou des rappels historiques
très simple. Hein. Les Lagarde des Michards existent, hein, et Wikipédia aussi. Non, voilà, on peut pas être forcément. Il faut avoir un peu de mesure. Bien sûr. Mais je le dis tout ça, je le dis sans être péremptoire et toujours avec humour. L'idée, c'est que ça soit drôle, parce que si on n'est pas drôle, on loupe notre cible. Exactement. On parle de drôlerie, on parle de nazis, pardon pour ces deux références qui n'ont strictement rien à voir, mais sur scène, eh bien, j'ai envie de dire que vous parlez à la fois de ce qui vous nourrit. Ce qui vous nourrit, c'est l'actualité. D'accord, c'est ce que nous sommes en train d'évoquer. Et forcément, le conflit israélo-palestinien, Régis Maillot, c'est un régal pour vous, on l'imagine. On va écouter un extrait. Maintenant, dans les bistrots, on lève la tête, hein, avant de lever le coude. Mais maintenant, on lève la tête, on regarde BFM. Il fait t'es pour quelle équipe? Je lui fais tu sais moi le foot. Mais je te parle pas de foot, je te parle du conflit israélo-palestinien. Je lui fais tu veux pas plutôt qu'on parle du foot? Alors t'es pour quelle équipe? Palestine, Israël? Alors, je lui dis tu sais en foot Palestine, Israël, on appelle ça un derby. Sauf que là tout le monde a l'impression de jouer à domicile. Il n'y a plus de nuance, hein, la polarisation des débats. D'ailleurs, si t'en crois maintenant les réseaux sociaux et les chaînes infos en continu, la France serait partagée en deux camps irréconciliables. Écoute, d'un côté, il y aurait les antisémites et de l'autre, les islamophobes. Un peu de nuance, merde. Je crois qu'on peut très bien être et l'un et l'autre. Voilà, pour ce grand moment de rire qui fait du bien, parce qu'on a besoin en effet de s'aérer, Régis Maillot. Vous dites attention au business victimaire. Ouais. Et ça, c'est très intéressant aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour exister, il faut avoir sa petite chialade. Et donc, c'est vrai que tout le monde est un peu en train de mettre en avant... c'est le retour de la fameuse cagophobe que nous avait brillamment évoqué il y a quelques années Philippe Meuret. Aujourd'hui, voilà, la moindre différence, ça devient un peu un coupe-fil à revendication. Tout le monde a son identité à mettre en avant, son sacré, sa manière de qui être, comment aimer, et tout le monde fait de cette particularité finalement un combat qu'on doit absolument partager et embrasser. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que à chaque fois j'évoque ce rapport avec les invités que je reçois où on indique aujourd'hui il n'y a plus de nuance finalement. Le radicalisme est devenu la nuance. Oui, c'est l'époque qui veut ça, c'est peut-être aussi les algorithmes qui poussent à ça. Vous le voyez bien aujourd'hui, si vous voulez exister médiatiquement, il faut être sur des réseaux, et pour exister, il faut être radical, voilà. Ouais. Parce que c'est ça qui amène soit de la haine, soit du soutien et de l'adhésion. Vous dites quelque chose de très intéressant. Il faut faire attention à tout maintenant. Dessiner un prophète, ça fait mal. Tu prends un Doliprane, c'est ce que vous répondez. On va rire, on est sur Radio J, autant en rigoler. L'ONU a donné à l'Arabie Saoudite la tête du Conseil des droits de l'homme, de la femme, pardon. Vous voyez ce lapsus, comme quoi. C'est comme si Netanyahou était parrain de la fête des voisins à Gaza. On peut rire ou ne pas rire, mais en tout cas, il vaut mieux le prendre au second degré. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a envie d'aller voir quelqu'un et de passer à autre chose à l'heure où l'actualité est quand même bouleversante très souvent. Exactement. Si un humoriste nous laisse finalement dans une zone de confort et sans nous remuer, finalement, il fait du clientélisme. Et le clientélisme, c'est pas forcément très intéressant. Moi, je suis là aussi pour un peu réveiller, être un peu vigie. Mais il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Il y a beaucoup d'humanité. Aucun jugement, beaucoup d'humanité. Vous parlez même de la bienveillance et de cette fausse bienveillance aussi qui peut vous exaspérer parfois. Mais vous avez toujours cette humanité. Toujours sur le mode du rire, évidemment. Plus facile de militer pour la baya à Paris que pour le topless à Kaboul. Voilà, ça c'est très intéressant. Vous dites on cache le gibier et j'ai envie qu'on écoute un extrait. Il paraît qu'on stigmatise les femmes voilées en France. C'est vrai, beaucoup moins en Afghanistan. Pourquoi? Parce que le taliban, il est woke, c'est ça, bien sûr. Le niqab, c'est un vêtement d'embellissement de la femme. Évidemment, la lapidation, c'est un soin du visage, c'est ça. C'est le droit des femmes de s'habiller comme elles veulent. Heureusement qu'elles s'habillent comme elles veulent, les femmes. Heureusement. Mais la vraie liberté, c'est aussi de se déshabiller comme elles l'entendent. On va expliquer ça à des étudiantes en Iran. Alors la raison, c'est que ces vêtements sont faits pour protéger le corps des femmes, pas du soleil, mais de la tentation des hommes. En fait, c'est pas un vêtement, c'est un préservatif à testostérone, quoi.
C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer aux prédateurs, on camoufle le gibier. C'est une bonne idée. Moi, je milite pour des lunettes burqa. Ben oui, un cache sur chaque œil. Ah ben, tu convoites pas ce que tu vois pas. Quoique je ne sois pas certain de l'efficacité de la mesure, parce que rajouter des œillères à des personnes qui vivent déjà dans l'obscurité, pas certain que la raison y voit plus clair. Ça, c'est quand même un grand message, Régis Maillot. Oui, je sais pas si c'est un message, mais c'est de mettre en exergue quelques paradoxes. Vous dites qu'il faut s'attaquer aux prédateurs plus qu'aux femmes. C'est vrai. C'est l'évidence, Bien quoi. sûr. C'est-à-dire si la religion est là pour nous vendre de la tolérance, qu'elle soit comment dire en Jusqu'au tête boutiste. Jusqu'au boutiste, en tête de gondole. Voilà. Le racisme, c'était mieux avant. On va écouter un extrait, toujours sur le second degré, bien évidemment. Ah bah le racisme, c'était mieux avant. Avant, on avait un tonton raciste. Il était con. Mais comme il était toujours bourré, on était peinard. Oui, full dance. Maintenant, on a un neveu antiraciste. Il est woke. J'en ai un, moi, Maxence, mon petit neveu. Et, il est mignon. Il est en fac de déconstruction des colonialistes à Sciences Po. C'est un cluster. Alors lui, il voit du racisme systémique partout, quoi. Le fait que ça soit les blancs qui commencent aux échecs, pour lui, c'est suspect. C'est une ethno-attaque racialiste. Oh merde. Il est dans l'ultra-repentance. Il sort les poubelles de son voisin parce qu'il est noir. L'autre a compris qu'il était con, il le laisse faire. Idiot. Un jour, on était au restaurant, j'ai fait, tu veux quoi? Il me fait, un café. Je fais, vous nous mettrez 2 petits noirs. Tu vois, en disant ça, tu perpétues la souffrance des esclaves afro-américains. Ah bon, vous nous les mettrez sans sucre, alors. Voilà, Régis Maillot, le wokisme sur le papier, c'est une excellente idée, mais dans la pratique, vous dites qu'il faut toujours se méfier de ceux qui veulent ton bonheur. J'ai trouvé que c'était très juste. Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu cette volonté de certains à vouloir nous expliquer ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit penser, comment on doit manger, qui aimer, et qui prier aussi. Mais pourquoi cette volonté toujours hégémoniaque de nous expliquer je veux dire, nous, on fait que douter, quoi. La vie, c'est un chemin de doute. Donc, s'il y avait des certitudes, je sais pas comment ils font, moi, ces gens avec toutes ces certitudes. Hein. Vous dites il faut tout interdire aujourd'hui, ça devient ridicule. Le viandard, c'est le nouveau juif. Vous dites à un moment donné, vous parlez des véganes, forcément c'est extrêmement drôle parce que vous dites les œufs au plat, c'est une fausse couche. En réalité, vous êtes très inquiet pour la planète quelque part, mais pas de cette manière-là. En tout cas, vous aimez la viande, on l'entend bien. Un peu. En fait, mais que je l'aime ou pas, en fait, c'est pas le sujet. C'est même pas le sujet. C'est ce que je ne supporte pas, c'est qu'on puisse vouloir clouer au pilori ceux qui voudraient juste en manger. Vous parlez de cette conscience écologique, vous parlez de votre nièce Marie Kelly qui veut devenir une activiste écolo. Ouais, tout à fait. Après Maxence qui... Après, elle veut devenir activiste écolo, mais alors parce qu'elle a un poster d'Hugo Clément dans sa chambre, c'est l'équivalent des To Be Free pour ma génération. Tino Rossi pour celle de mon public. Et elle est formidable parce que moi je les aime bien les activistes écolos parce que pour sauver la planète, vous savez, ils balancent de la bouffe sur les œuvres d'art, de la soupe sur Van Gogh, de la purée sur Monet. Et donc il faut le savoir que les tableaux sont mieux nourris dans les musées que les vieux dans les EHPAD. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Régis Maillot, pour votre spectacle Les Nouveaux Ridicules au Théâtre des 2 années en tournée. Dans un instant, mes chroniqueurs arrivent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. La France demande à Israël d'arrêter le massacre qu'il y a aujourd'hui à Gaza. Déclaration de la porte-parole du gouvernement Sophie Primas ce matin. Elle a précisé devant la presse que Paris demandait aussi la libération des otages encore retenus par le Hamas et une démilitarisation du groupe terroriste. L'État d'Israël a l'obligation claire d'autoriser et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire destinée aux habitants de la bande de Gaza, affirme la conseillère juridique de l'ONU devant la Cour internationale de justice. Depuis ce matin, des audiences se tiennent à La Haye sur les obligations humanitaires d'Israël à Gaza. Jérusalem bloque l'entrée de l'aide dans le territoire, accusant le Hamas de s'en saisir. Le bilan de l'explosion dans le principal port commercial de l'Iran samedi s'élève désormais à 46 morts et plus de 1000 blessés. L'ayatollah Ali Khamenei a ordonné hier une enquête approfondie pour déterminer les causes de l'incident. En France, Olivier H., le suspect du meurtre d'un jeune Malien à la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard, s'est rendu hier soir en Italie. Ce Français de 21 ans, inconnu des services de police, a laissé une vidéo des faits. La piste de l'acte anti-musulman et islamophobe est privilégiée. 2 jours après les funérailles du pape François, le conclave qui élira son successeur débutera dans 10 jours, annonce le Vatican. Les électeurs âgés de moins de 80 ans se réuniront dans la chapelle Sixtine pour ce scrutin à huis clos, scrutin qui peut durer plusieurs jours. À venir également une trêve de 3 jours avec l'Ukraine annoncée par la Russie. Elle aura lieu du 8 au 10 mai à l'occasion des 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Le Kremlin promet de répliquer en cas de violation par Kiev de ce cessez-le-feu auquel l'Ukraine n'a pour l'heure pas réagi. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Régis Maillot et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Et si votre impôt sur la fortune immobilière vous permettait de sauver des vies ? En soutenant le Magen David Adom, vous contribuez au financement d'ambulances, de matériel de secours et à la formation des équipes médicales sur le terrain. Votre don est déductible à 75% de votre impôt IFI. Agissez dès maintenant sur mda-france.org. Votre hebdomadaire Actualité Juive se réinvente. Il s'appelle désormais ActuJ. Un hebdomadaire généraliste avec un regard juif, un esprit de pluralisme en France et en Israël pour porter encore plus haut la voix de la communauté juive et d'Israël. Les années qui viennent seront difficiles et décisives. ActuJ sera là, à vos côtés, indéfectible et déterminé. Soyez vous aussi aux côtés d'ActuJ. Soutenez une presse juive et indépendante. Profitez jusqu'au 30 avril de l'offre abonnement annuel à 80 € et seulement 55 € en digital. ActuJ.com. ActuJ.com. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Régis Maillot, pour son spectacle intitulé Les Nouveaux Ridicules au Théâtre des Deux Ânes en tournée, également du 17 au 26 juillet à Avignon au Théâtre Le Paris. Juste un petit peu avant la pause, j'évoquais brièvement votre parcours, Régis Maillot, où il était question de France Inter, d'RTL pour diverses chroniques, bien évidemment matinalières en règle générale, mais pas que. Vous êtes aussi passé par Europe 1 dans l'émission d'Anne Romanoff pour qui vous avez écrit, suivi de votre première émission Allô Maillot sur France Bleu. Est-ce que vous aimeriez revenir en radio ? Ah oui, la radio c'est un média formidable, un médium formidable qui m'a toujours bercé, qui m'a porté chance. L'intimité de la voix, on peut aller assez loin. C'est ça qui est bien, c'est encore un média où où le verbe peut s'exprimer. Il y a de la proximité, il a cette manière de rentrer dans les cœurs. Je l'ai vu moi quand j'ai été au Fou du Roi sur France Inter, c'était formidable
Et aujourd'hui, la radio est surtout peut être beaucoup plus libre que la télévision où c'est plus formaté. Oui, on vous voit toujours à la télévision dans la revue de presse sur Paris Première, où on l'entend bien, c'est un peu plus formaté, mais aussi comme plume satirique dans Le Point. Oui. Vous avez écrit, je le disais, pour Anne Roumanoff, Laurent Gérard, quelques chiffres compteurs, 3500 chroniques, 600 politiques accrochées au mur et un ulcère. Ça, je voulais savoir si c'était vrai. C'est vrai, hein, c'est la continuité logique, hein, finalement. Hein, oui. On se fait de la bile ou de la bille, on ne sait pas. Mais c'est vrai que les politiques, ça c'est formidable. Moi, j'ai toujours aimé faire le portrait des politiques, mais en face. En face à face, bien sûr. Parce que là, on est vraiment dans l'exercice du trublion, du bouffon. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, et il faut faire ça en face, en public. C'est vrai que je l'ai fait dans des émissions où c'était plutôt des émissions un peu d'information, etc. Et malheureusement, on a toujours une relation un petit peu client-fournisseur entre le journaliste et le politique. Alors que quand vous êtes dans une mission publique, comme on peut le faire à la revue de presse sur Paris Première, c'est ce soir d'ailleurs, et là, vous avez le public. Ouais. Donc vous avez les rieurs avec vous. Donc vous devenez vraiment la Vox Populi. Et c'est ça qui est intéressant. Régis Maillot, vous êtes désormais le nouveau directeur du Théâtre des Deux Ânes. Quel genre de programmation vous prévoyez et vous avez envie de défendre ? Je vais reprendre surtout la suite, la continuité de ce que mon oncle fait brillamment depuis 30 ans, parce que l'idée c'est de faire perdurer cette institution. C'est une véritable institution du rire et de la satire en France. Hein. Rendez-vous compte, un théâtre qui a plus de 100 ans et qui depuis plus de 100 ans donne de la voix à des gens qui ont du verbe, du propos, de l'esprit. Ça, c'est typiquement français. Et ça, il faut que ça continue. Donc, on va continuer avec ça en faisant un spectacle un peu collégial. Qui sera toujours à la rentrée, hein, je peux vous donner un scoop, ça va s'appeler 49.3 nuances de rire, et faire venir aussi des nouveaux talents, parce qu'aujourd'hui, les plumes, elles sont partout. On le voit, il y a des merveilleux gens qui font du stand-up. On appelle ça stand-up, hein. Ça vient des États-Unis, paraît-il. Je crois que les chansonniers faisaient ça il y a 150 ans. Donc il y a plein de nouvelles plumes qui sont faites pour aller dans ce théâtre, qui est un théâtre en plein cœur de Pigalle. Il est merveilleux, c'est 300 places, c'est un petit théâtre à l'italienne. On est dans cet esprit typiquement français, à la fois gaulois, à la fois aussi rabelaisien, mais voltairien. Donc voilà. Ceux qui nous écoutent et qui auraient potentiellement envie de jouer au Théâtre des Deux Ânes, on leur dit de vous écrire, Régis Maillot. Évidemment, voilà. On ouvre tout, on ouvre nos tribunes. C'est une tribune, voilà. Il y a beaucoup de talent partout, hein, y compris sur les réseaux sociaux. Hein. Faut pas se mentir. Évidemment. Tout de suite, on a parlé de théâtre. Eh bien, Christophe Barbier nous y emmène tout droit. Au théâtre. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle, bonjour Régis, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, les questions bien sûr de notre actualité avec les tant attendus Molière ce soir sur France 2. Et oui, c'est un rendez-vous institutionnel pour le théâtre, bien sûr. C'est un rendez-vous qui fait battre les cœurs de ceux qui sont nommés et qui espèrent avoir la statuette. C'est un rendez-vous maintenant ancien. On va bientôt fêter les 40 ans. Vous savez, c'est 1987. Les tout premiers Molière, on l'a oublié. Mais à l'époque, le Molière du meilleur comédien, c'était Philippe Clévenot pour Elvire Jouvet 40, une leçon de théâtre de Lou Jouvet. Il n'est plus de ce monde, Philippe Clévenot. Et puis Suzanne Flon, qui nous a quittés aussi, qui avait également eu le Molière. Il y a eu quelques années d'interruption, mais quand on fêtera les 40 ans, ça sera très important. Alors le millésime, cette année, il est plus difficile à décrypter que d'habitude. D'habitude, il y a toujours un ou deux spectacles triomphaux dont on sait qu'ils vont remporter au moins une, si ce n'est plusieurs statuettes. Là, c'est un peu plus partagé, chacun a ses favoris, c'est pour ça que je trouvais intéressant de survoler un peu ce palmarès attendu. Il y a deux spectacles quand même qui dominent parmi les nominations. Dans le théâtre public, c'est Le Soulier de Satin, mis en scène par Éric Ruff. Vous savez que Paul Claudel, auteur du Soulier de Satin, est tombé dans le domaine public, comme on dit, en début de cette année, puisqu'on est 70 ans après sa mort, en 1955, et donc on peut désormais jouer du Claudel sans payer de droits et sans demander l'avis à qui que ce soit. Même au théâtre des Deux Ânes, on pourrait jouer du Paul Claudel. Je ne suis pas certain que ça soit la came de la maison de votre invité, mais pourquoi pas du Claudel au théâtre des Deux Ânes. Le Soulier de Satin, c'est évidemment un grand rendez-vous. Antoine Vitesse l'avait monté au Festival d'Avignon en 1987, là aussi, l'année de la création des Molières. Eh bien, la Comédie Française y retourne cette année au théâtre à Avignon, dans la cour d'honneur, avec ce même Soulier de Satin qui a triomphé à Paris, nominé comme Molière du meilleur spectacle de théâtre public, bien sûr.
Nommé aussi pour la meilleure création visuelle et sonore, avec le décor d'Éric Ruff lui-même. Il fait la mise en scène, il administre la Comédie Française et il est aussi scénographe. Et puis nommé aussi pour certaines interprétations, notamment Marina Hans qui joue Prouez, et là encore c'est un clin d'œil vers le passé parce qu'elle est nommée pour le Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle du théâtre public, et c'est sa mère Ludmilla Michael qui jouait le même rôle, Prouez, en 1987 dans la mise en scène d'Antoine Vitesse. Vous voyez, ce spectacle, il passe par-dessus les générations. Dans le théâtre privé, il y a un autre spectacle, ou plutôt deux, qui se tire la bourre, comme on dit, pour avoir les faveurs du jury. Le premier, c'est le spectacle de Jean-Philippe Daguerre, Du charbon dans les veines. Ça raconte une histoire de mineurs, ça raconte un pan de l'histoire sociale de notre pays. Et on voit en fait que l'histoire sociale et politique, on n'est jamais très très loin de la littérature et du théâtre. On a eu Zola, évidemment, avec Germinal, et on a Du charbon dans les veines avec Jean-Philippe Daguerre. On a aussi, là, un grand classique, on a aussi Les liaisons dangereuses. Donc, Choderlos de Laclos, un auteur du 18e, c'est un militaire. Il avait inventé un système de boulets de canon, une charge creuse qui faisait fureur. Ça a été aussi un auteur. Les liaisons dangereuses, évidemment, Valmont contre la Marquise, et Les liaisons dangereuses dans l'adaptation d'Arnaud Denis a aussi plusieurs nominations. Donc vous voyez, entre ces trois-là, on va surveiller qui tirera son épingle du jeu. Un mot du Molière de la meilleure comédie tout de même, puisque on retrouve deux fois le même nom, Patrick Hautecoeur, pour Mon jour de science, qu'il a coécrit avec Gérald Tibleras, et pour La valse des pingouins, la reprise d'une de ses premières créations. Patrick Hautecoeur, avec Berlin, avec Silence on tourne, depuis maintenant 20 ans, 25 ans, c'est celui qui tient le haut du pavé pour nous faire rire, et peut-être sera-t-il encore récompensé. Alors je termine avec mes deux coups de cœur, si vous le voulez bien. Comédien dans un spectacle de théâtre public, et là, j'aimerais bien qu'il l'ait, Xavier Gallet. Xavier Gallet, c'est pour son interprétation de Don Juan, puisque là on est dans le théâtre public, mais en ce moment, Xavier, il triomphe aussi au théâtre privé, puisqu'il a remplacé Stéphane Fraisse dans le Cercle des poètes disparus. Et Xavier Gallet, j'ai eu l'honneur et le bonheur de le mettre en scène, je vous assure, c'est le meilleur comédien de cette génération, de notre scène théâtrale en ce moment. C'est un comédien absolument formidable, vous savez, il fait partie de ces comédiens, on ne peut pas dire comment il joue, comment il travaille, tellement ça semble naturel chez lui, tellement il semble d'être né théâtre. Et puis, là aussi un coup de cœur, le Molière de la meilleure comédienne, cette fois dans un spectacle de théâtre privé. Mon cœur va à Isabelle Carré. Isabelle Carré dans La Serva Amorosa de Carlo Goldoni, que Catherine Hegel a mise en scène cette année. Elle est tellement géniale, de fraîcheur, de spontanéité, de ruse pour jouer cette servante amoureuse qui finalement va dénouer toutes les intrigues, que j'aimerais bien qu'elle emporte une fois de plus un Molière, Isabelle Carré. Réponse ce soir, eh bien, je pense que sur le coup de 22h30, la messe sera dite. On n'aura pas encore de nouveau pape, mais on aura encore une brochette de Molière. On va rester très vigilants. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et puis on embrasse Isabelle Carré que nous avons reçue sur Radio G, qui est évidemment formidable. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, bien sûr, sur Radio J. À la semaine. Le billet du jour. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Lisa Spada. C'est l'heure de retrouver ce billet collectif, du collectif à juste titre, un collectif qui regroupe une quarantaine de communicants dont la mission est de lutter contre les billets antisémites dans la presse. Aujourd'hui, c'est Lisa Spada qui est avec nous. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans le traitement de l'actualité ces derniers jours, Lisa ? Bonjour Cyrielle. Semaine très chargée sur le front de l'antisémitisme. L'espace médiatique a été marqué par le portrait accablant de Jean-Luc Mélenchon dans Complément d'enquête, nourri de témoignages d'anciens proches collaborateurs. On a également vu la condamnation à 16 mois de prison ferme de l'adolescent ayant agressé le rabbin d'Orléans et la révélation de nouvelles menaces antisémites d'une violence extrême contre Yael Braun-Pivet. Hier encore, le député Jérôme Guedj a été insulté et chassé d'un rassemblement contre l'islamophobie au cri de PS parti sioniste par des partisans de la France insoumise. Enfin, un nouveau plan de lutte contre l'antisémitisme a été présenté au gouvernement en réponse au rapport sur ces nouvelles formes, un sursaut collectif réclamé par Aurore Berger lors des assises contre l'antisémitisme en février dernier. Une actualité qui rappelle une fois de plus que l'antisémitisme en France n'est ni résiduel, ni anecdotique, mais bien décomplexé. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur un silence préoccupant, celui des médias français face à la radicalisation d'une partie de la scène culturelle internationale. Dernier exemple en date, à Coachella, l'un des plus grands festivals de musique au monde, le groupe irlandais NICAP a projeté sur écran géant « Fuck Israël ». Free Palestine, accompagné d'accusations de génocide.
Pas un mot sur le Hamas, pas un mot sur les attaques du 7 octobre, juste une injonction violente visant tout un État et par extension un peuple entier. Un acte de disqualification politique sous les applaudissements d'une foule en délire. Et ce n'est pas une surprise, NICAP affiche depuis longtemps, son soutien public au Hamas et au Hezbollah. Et pendant qu'il déversait ce message sur scène, des survivants du festival Nova, où plus de 300 personnes ont été massacrées par le Hamas le 7 octobre 2023, étaient dans le public. Wow. En France, aucun média n'en a parlé, silence complet. Et vous faites aussi un parallèle avec ce qui se passe chez nous en France, justement. Exactement, en France aussi, dans une partie du monde artistique, on observe la même complaisance et la même confusion morale. Un exemple que les médias continuent de taire malgré nos alertes, Camélia Jordana. Début avril, lors d'une masterclass au festival Reims Polar, l'artiste déclarait boycotter Coca-Cola, McDonald's et Nike depuis le 7 octobre 2023, sans jamais évoquer les massacres dans les kibboutz, ni les otages, ni rappeler que la riposte israélienne n'a commencé qu'une semaine après. Le lien avec ces marques, mystère. Depuis plus d'1 an et demi, Camélia Jordana multiplie sur Instagram les prises de position ambiguës, t-shirt From the River to the Sea, posts remettant en cause les violences sexuelles du 7 octobre, pourtant documentées. En mars 2024, avec d'autres artistes comme Jeanne Chéral, elle a activement contribué à l'éviction d'Émilie Frêche d'un événement Amnesty au Châtelet pour son soutien aux otages israéliens et son refus d'employer le mot génocide. Bien entendu, tout cela s'inscrit dans la mouvance du BDS, un mouvement qui vise à isoler Israël sur le plan économique, universitaire et culturel, et conteste l'existence même du seul État juif au monde. À ce jour, seul le journal du dimanche et le magazine Public ont relayé les dernières déclarations de Camélia Jordana. Aucun grand média culturel n'a jugé utile de réagir. Pour terminer, l'Eurovision approche, ça risque d'être forcément un nouveau révélateur de cette situation, Lisa. Tout à fait, Cyrielle. L'Eurovision 2025 s'annonce encore une fois tendue. Souvenez-vous, l'an dernier, Eden Golan, jeune chanteuse israélienne de 20 ans, a voulu chanter pour les victimes du 7 octobre. Elle a été censurée, boycottée, menacée, huée, et elle a tout de même terminé 4e grâce au soutien du public. Et cette année, c'est Yuval Raphael qui représentera Israël. Elle est survivante du festival Nova. Et pourtant, avant même d'avoir chanté, elle subit déjà les appels au boycott, alors qu'on aurait de nouveau pu s'attendre à de l'empathie et du soutien. Alors pour terminer, une question. Depuis quand la scène artistique est-elle devenue un tribunal idéologique sans que cette tendance soit dénoncée par les médias ? Oui, on doit espérer la paix pour tous, sans pour autant accepter l'antisémitisme comme posture morale. Un artiste qui véhicule la haine n'est pas un héros, il est dangereux. Merci beaucoup Lisa Spada. Forcément, Merci. Je me retourne, je vous ai en face de moi plutôt, Régis Maillot. Je vous regarde parce que je sais que vous avez écrit un très bon article dans Le Point concernant Camélia Jordana. Oui, c'était dans ma semaine du Point. Oui, j'étais tombé sur cette sortie assez sympathique où elle confondait un peu résistance et détox alimentaire. Donc c'était assez intéressant. Donc, mais c'est bien comme ça de lutter. De lutter en faisant diminuer son tour de hanche, c'est une nouvelle méthode. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de mettre en avant des opinions. C'est des artistes engagés, oui, c'est assez intéressant. Mais allez la lire. Voilà, je parlais aussi de Trump dedans. Voilà, c'est dans Le Point. Très bon article du Point qui s'intitule comment pour l'article à retrouver évidemment sur le site du Point comme ça. Donald Trump, le roi du capitalisme militant, et dedans on parle de la grande cantatrice pro-israélienne Camélia Jordana. Qui fait mais le boycott, c'est à la mode, hein. Tout le monde boycotte. Elle-même était un peu boycottée par les cinéphiles, mais c'est certainement une vengeance. Merci beaucoup Lisa Spada, merci Régis Maillot. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. L'introspection. Régis Maillot, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases un peu bateau pour recueillir un sentiment, une émotion ou tout au mieux une anecdote. La première, est-ce que vous pensez que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Ah oui, tort d'avoir raison trop tôt. On doit s'en délecter, hein, finalement. Une autre phrase, le savoir, c'est le pouvoir. Malheureusement, non. Ok. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est d'Antoine de Saint-Exupéry. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que cela vous a peut-être un peu dirigé, vous, dans votre vie, dans votre carrière, aujourd'hui ? Non.
Je ne rêve pas, non. Vous ne rêvez pas, Non. vous faites. J'essaie. Qu'est-ce qui vous porte alors? Juste d'avancer. Je sais pas de faire, de concrétiser, ni de rêver. C'est... Je peux pas faire autrement. C'est un chemin. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ah. C'est de Gandhi. Oui. Qui a dit aussi des conneries. Hein, Oui. mais la vie est un mystère. Redites-moi ce qu'il a dit. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ah oui. De toute façon, une fois qu'on a résolu le problème, on n'a plus rien à vivre. Ce qui compte pour terminer, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ça vous parle? C'est d'Orelsan. C'est d'Orelsan, exactement. Ouais. La quête, ouais. C'était une chanson aussi de Brel. Voilà. Oui. Telle est ma quête. Trouver l'étoile. Ouais, c'est un peu c'est la quête, mais la quête. Il disait quelque chose d'intéressant, Brel. Il disait: mon père était un chercheur d'or. L'ennui, c'est qu'il en a trouvé. Et oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui. Ouais, c'est toujours ça. Pour terminer, est-ce que vous avez une philosophie de vie, une citation qui vous accompagne, un mantra comme ça dans la vie, Régis Maillot? Et vous pouvez me dire non. Aucunement. Non. Aucunement. Non, moi, je suis quelqu'un qui doute. Vous êtes un peu juif finalement. Certainement. Allez, tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Bonjour Joseph Agostini, vous êtes en face de moi en train de prendre des petites notes et on le sait, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait aujourd'hui. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Régis. Bonjour monsieur. Formidable. Bon. Jusqu'ici tout va bien. Alors j'ai attrapé les 3 mots, vous savez. J'écoute votre émission et je suis là aux aguets. Rappelez-moi ce que je les ai oubliés. Est-ce que vous vous souvenez plus alors des 3 mots que vous avez donnés à Cyrielle? J'ai dû terminer par j'ai dû dire facétieux, insolent et tendre. Et vous avez très bonne mémoire. Non, pas du tout. Pourtant. J'ai une mémoire de moineau mort. Mais vous vous souvenez des 3? Il n'est pas mort. Alors, facétieux, insolent, tendre, what else? Vous reprendrez 2 petits noirs, avec ou sans sucre, peut-être, on s'en fout après tout, Régis Maillot, vous êtes naturellement impertinent. Voilà l'affaire. Car quand vous militez pour le topless à Kaboul, quand vous déconstruisez les déconstructeurs en leur refaisant la façade, vous êtes naturel. C'est ce que j'ai appris en vous écoutant. Oui, je ne me force pas. Ouais. Vous ne trichez jamais? Bon, forcément, mais j'essaie d'arbitrer le moins possible entre mon artisanat et le petit commerce de l'humour. Ah, c'est ça donc la nature, c'est l'artisanat. Oui, on façonne, voilà. Et l'artisanat, c'est une manière modeste, parce qu'il faut être un peu modeste, même si je suis très, comment dire, l'humour est une chose très sérieuse. Ah oui, absolument. Et ça, c'est l'humour est une chose, c'est Pierre Desproges, bien sûr. Il me semble, Régis Maillot, que vous assumez pleinement le fait d'être un fou du roi, en fait. Ni un petit maître ultra repenti, ni un dictateur prostré dans ses certitudes. Non, juste un fou du roi en CDI. Voilà ce que je dirais de vous. Et vous mettez une bombe dans le business victimaire. Vous répudiez les nouveaux bourgeois incendiaires. Vous leur préférez, de très loin, l'approche camusienne de l'extrême nuance. Celle qui déloge les vrais fous, les angoissés de la vérité, ceux, vous savez, qui assènent des paroles vraies comme on dit la messe. Ceux-là, vous ne pouvez pas les voir, je me trompe? Oui, j'aime pas trop la liturgie, quelle qu'elle soit. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai une fascination pour les gens qui ont des certitudes. Oui, je suis persuadé que vous préférez les ratures et les brouillons. Mais je suis moi-même, regardez mes textes. Mes textes sont faits de ratures. Un brouillon vivant. Et d'hésitation, ben oui. Oui, c'est ça, c'est le doute. Hein. En toute fin d'émission, d'ailleurs, vous nous avez délivré là peut-être le mot-clé. Vous êtes de ceux qui doutent. Oui. Les gens qui doutent. Les gens qui doutent, oui. Alors au diable les tartuffes qui, vous savez, ceux qui ils mentent vrai au fond. Hein, et moi je dirais. Ils mentent vrai, oui, c'est vrai. Oui, et ce qui nous fait rire tient à ce presque rien de Jean Kelevitchien. Vous savez, à ce pas grand-chose, mais quand même à cette distance moqueuse, subversive, pince sans rire, consistant à ne pas prendre les choses pour argent comptant. Et donc c'est ça.
au fond, qui vous distingue. Et je me demandais si vous aviez une famille d'humoristes dans laquelle vous vous reconnaissez. Parce que vous avez cité Camus, mais qui n'était pas un humoriste, qui était un philosophe. Oh, moi, je suis typiquement un enfant des inconnus. C'est vrai ? Évidemment, un enfant des inconnus qui a aussi une petite cassette de Coluche qui a été usée à force d'être écoutée et d'avoir lu les textes de Desproges par un ami proche qui me les avait. Ça, c'est les ados. De toute façon, tout ça, c'est forgé à 16 ans. Après, on fait que répéter. Alors, continuons sur la route. Vous avez parlé de la quête et de l'étoile de Jacques Brel. Et moi, je dirais, comme le dirait Jean-Jacques Goldman, finalement, à la suite de Jacques Brel, Cyrielle, il n'y a que les routes qui sont belles. Ah, c'est pas mal. C'est une jolie conclusion, on va dire. C'est très bien. Ouais. Merci beaucoup, Joseph Agostini, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J et les dimanches depuis cette année sur RTL. Dans Parlons-nous. Très bien. De 23h à 1h. La consultation est gratuite. Absolument gratuite pour aujourd'hui. Il fallait le dire, on aurait fait pas de dette, puisque j'efface les ardoises. Merci, Joseph. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Régis Maillot, pour votre spectacle intitulé Les Nouveaux Ridicules au Théâtre des Deux Ânes, en tournée du 17 également au 26 juillet au Festival d'Avignon au Théâtre Le Paris. Un mot de la fin qui vous revient, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Un mot de la fin. Vous me demandez toujours des choses. Ce soir, oui. Alors il y a peut-être les Molières ce soir, mais aussi la revue de presse de Paris Première. Et donc forcément, on sera à l'écoute. Merci beaucoup pour cet échange, à la réalisation audio et vidéo. Alan Lucas et Tana Noukaïev. Merci Rose Louvry-Bio pour l'aide à la préparation de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité, le journaliste reporter Thomas Mizraki pour son récit Le Jeune Bourreau aux éditions Grasset. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Mais tout de suite, dans un instant, le journal sur Radio J. À demain. Radio J.